je disais donc que j'allais être bref, mais un mot quand même concernant l'intention. C'est-à-dire qu'effectivement, dans notre champ professionnel, comme il y a quelques jours en arrière, concernant la résilience, l'autisme est un mot qui nous travaille beaucoup depuis une trentaine d'années, qui a été traversé par un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de combats, un certain nombre d'interdits de parole dans notre champ professionnel, notamment dans certains centres de formation, en fait, hein, où notamment la psychanalyse avait presque plus voix au chapitre concernant l'autisme. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai lu ce livre, j'ai été très heureux qu'il ne soit pas directement question de ça et que l'enjeu de ce soir, c'est pas apporter une pièce pour ou contre dans la balance de l'autisme telle qu'elle se manifeste dans notre champ professionnel, mais plutôt de mettre en perspective l'autisme comme objet social pour essayer de comprendre finalement, comme le disait tout à l'heure Brigitte Chamac, de quoi il est le cheval de Troie. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, Brigitte Chamac donc, est sociologue et historienne des sciences, et que du coup, l'idée, c'est de pouvoir appréhender cet objet au regard de sa mise en perspective historique, de sa mise en perspective sociologique, et de l'analyser d'un point de vue épistémologique pour essayer voilà, d'en analyser finalement la formulation actuelle. Voilà. Et de ne pas être simplement effectivement ventriloque de toute une série de logiques qui nous habiteraient, en fait, voilà, sans qu'on les maîtrise. Voilà, donc je lui laisse la parole pour une petite heure, puis après, nous pourrons échanger avec elle. D'accord, merci. Mais je voulais juste préciser un point, c'est que j'ai une double formation. Je suis biologiste au départ. Je suis neurobiologiste et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années au Collège de France en neurobiologie sur les interactions entre les neurones et les cellules gliales. Mais après, j'ai refait une formation en épistémologie, histoire et sociologie des sciences. Donc là, ma formation de biologiste me permet d'entrer dans le détail des publications. Et c'est pour ça que je ne me contente pas du discours, mais que je vais voir dans les articles les problèmes méthodologiques et les problèmes d'interprétation. Ce que ne font pas en général les sociologues. Ils ne rentrent pas dans le détail des publications. Donc c'est un plus pour les controverses. Voilà. Donc voilà, ceci précisé, donc je vais vous parler des controverses sur l'autisme, mais en fait j'ai utilisé l'autisme pour analyser les changements, les transformations dans notre société, transformations aussi bien dans le milieu de la psychiatrie, dans le secteur médico-social et dans la société en général. Vous allez vous en rendre compte par la suite. Donc tout d'abord, c'est vrai qu'avec la visibilité médiatique de l'autisme, les controverses et les polémiques se sont multipliées. Les controverses que j'ai étudiées dans le livre portent aussi bien sur les définitions, l'autisme entre maladie, handicap ou différence, les causes de l'autisme et les modes d'intervention. J'ai utilisé l'exemple du packing, des enveloppements, pour analyser le rôle des médias, des associations et des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de politiques en matière d'autisme. Alors, dans mon exposé aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de la controverse sur le packing, mais je traiterai des relations entre associations et pouvoirs publics, des politiques en matière d'autisme et surtout de l'ampleur actuellement, de l'hégémonie de cette approche de logique financière, de cette culture entrepreneuriale, de cette économie de marché, de ce managérialisme qui envahit aussi bien les milieux hospitaliers que le secteur médico-social et bien au-delà. Mon livre, en fait, met en évidence un décalage entre les connaissances scientifiques stabilisées et les informations tronquées relevant du marketing ou d'intérêts particuliers. Il met aussi en évidence un deuxième décalage entre les revendications des mouvements associatifs les plus médiatisés et les besoins des familles de milieux plus modestes. J'ai d'ailleurs défini ce que j'ai appelé le lobbying associatif et j'y reviendrai par la suite. Alors tout d'abord, je vais vous parler des transformations des représentations de l'autisme qui sont très visibles à l'écran. Dans les années 70, l'image d'un enfant autiste est un enfant sans langage avec déficience intellectuelle replié sur lui-même, à l'image du film de François Truffaut, L'enfant sauvage. Dans les années 80, Redman a changé les représentations avec ce personnage qui avait des capacités étonnantes. Et puis, il y avait aussi Temple Grandin, spécialiste des équipements pour animaux, qui a une pensée très particulière. Elle voit en 3 dimensions, enfin, des capacités vraiment importantes. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que
depuis les années 2000, il y a une focalisation sur le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire des personnes qui ont des difficultés d'interaction sociale, de communication et des intérêts restreints, mais qui n'ont pas de déficience intellectuelle, qui ont des capacités cognitives importantes et qui ont acquis le langage au même âge que les autres enfants. Alors, on n'utilise plus le terme syndrome d'Asperger dans le dernier DSM, le DSM-5, puisqu'on met tout sous une même catégorie des troubles du spectre autistique. Mais dans la pratique, on utilise encore ce terme, cette expression de syndrome d'Asperger. Donc, vous avez pu voir de nombreux films avec des personnages avec syndrome d'Asperger et des séries, dans les dernières séries comme Good Doctor ou Astrid et Raphaël. L'attention et la médiatisation accrue orientée vers les personnes les plus performantes signent le passage d'une extrême à l'autre. Alors que les représentations de l'autisme étaient négatives avec une description des seules déficiences et incapacités, aujourd'hui, l'accent est mis sur les capacités singulières, la mémoire étonnante ou les aptitudes de calcul exceptionnelles de certains d'entre eux. Hop, attendez, voilà. Oui, donc mon travail depuis 2002 a consisté à travailler sur l'analyse des changements de représentation et l'analyse des changements de définition, autisme comme maladie, handicap ou différence. Alors, j'ai d'abord étudié, enfin, j'ai tout en même temps, travaillé sur les transformations des représentations dans le domaine de la psychiatrie, au niveau des familles et des personnes autistes. Alors, d'abord, dans le milieu de la psychiatrie, les changements de définition, l'élargissement des critères diagnostiques, les nouvelles théories étiologiques, les recherches en neurobiologie, en génétique et les nouvelles méthodes d'intervention. Ça, c'était pour la psychiatrie. Les familles, j'ai fait de nombreux entretiens, questionnaires, j'ai analysé des dossiers médicaux avec une comparaison France-Québec pour vraiment comprendre le vécu des parents et pouvoir reconstituer la trajectoire des personnes autistes. Toujours au niveau des familles, j'ai analysé la dynamique historique des associations et montré le changement de revendication des associations de parents. J'y reviendrai. La troisième partie de mon exposé portera sur les personnes autistes elles-mêmes. J'ai analysé des récits de personnes autistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de commun entre ces personnes qui étaient très différentes entre elles. Là, on va le voir aussi dans la troisième partie de mon exposé. Et puis, j'ai analysé la dynamique historique des associations de personnes autistes avec les premières associations qui sont apparues en 1991 aux États-Unis et beaucoup plus tardivement en France, en 2004, avec l'élaboration du concept de la neurodiversité. Donc, voilà les trois parties de mon exposé. Alors, bien sûr, je vais commencer par la psychiatrie et le changement de définition. Alors, on parle toujours de Léo Kanner quand on parle de la définition et de la description clinique de l'autisme, mais en fait, des descriptions ont été réalisées bien plus tôt, dans les années 20 et 30, dans les années 20 notamment par Grunia et Fimovna-Soukareva, et dans les années 30, dans le contexte de la pédagogie curative à Vienne, dans le service d'Erwin Lazar. Dans ce service, il y avait une psychologue qui s'appelait Annie Weiss. Et lorsque les nazis sont arrivés, elle a dû fuir. Elle est partie aux États-Unis avec son mari, George Frankl. George Frankl a travaillé dans le service de Léo Kanner. Donc, vous voyez la connexion entre le travail notamment de cette psychologue Annie Weiss sur les enfants qui présentaient des caractéristiques autistiques et la définition après de Kanner. Alors, je vous conseille la lecture de l'article de Jacques Hoffman, l'affaire Asperger, dans la formation psychiatrique de 2020, et puis l'article aussi de Posar et Visconti, justement, sur les premières descriptions de l'autisme. Mais c'est celle de Kanner qui est la plus connue, donc à partir de cet article de 1943, où il décrivait 11 cas d'enfants autistes qui présentaient donc une inaptitude des enfants à établir des relations normales avec les personnes, un évitement du regard, des troubles du langage, des stéréotypies et la peur du changement. Ce sont ces critères qui sont toujours utilisés pour décrire l'autisme, mais ce qui a changé, c'est la frontière entre le normal et le pathologique. Et ça, on le voit clairement en analysant les classifications des maladies. Vous avez en noir la classification américaine, en rouge la classification internationale, en bleu la classification française.
dans les années 80, l'autisme était dans la catégorie des psychoses infantiles, psychoses précoces. En 1980, dans le DSM-3, on parle de troubles globaux du développement. Mais il n'y a pas encore d'élargissement du critère diagnostique. C'est seulement en 1987, avec le DSM-3R, qu'apparaît la définition des troubles envahissants du développement et surtout l'introduction dans cette catégorie de la catégorie troubles envahissants du développement non spécifiés. Et c'est cette catégorie qui va enfler le nombre de diagnostics, parce que les enfants vont présenter des caractéristiques autistiques, mais pas forcément toutes les caractéristiques. Et surtout, en 2011, paraissait un article qui montrait que lorsqu'un enfant était diagnostiqué avec un trouble envahissant du développement non spécifié, vers l'âge de 3 ans, 3 ans plus tard, 65% perdaient leur diagnostic d'autisme. Donc, vous voyez que c'est un diagnostic qui est perdu avec le temps, c'est-à-dire qui n'est pas stable. Et c'est pourtant cette catégorie qui font le gros en nombre des diagnostics. Donc, en 1993, dans la classification internationale, est intégré en plus le syndrome d'Asperger. Et en 1994, dans le DSM-4. Donc, vous voyez un élargissement des critères. En France, les professionnels vont être réticents à élargir les critères diagnostiques compte tenu de l'image négative de l'autisme, des représentations très négatives. Donc, ils vont continuer à ne parler d'autisme que pour des cas sévères. Mais en 2000, la Fédération française de psychiatrie va donner des recommandations pour que les professionnels utilisent, comme au niveau international, l'élargissement des critères diagnostiques dans la catégorie des troubles envahissants de développement avec l'introduction du syndrome d'Asperger. Plus tard, on utilisera le terme de trouble du spectre autistique en 2017 avec le DSM-5. Donc, vous voyez, dans le DSM-5, vous avez une même étiquette, trouble du spectre autistique, qui va être utilisée pour tout, c'est-à-dire des personnes sans langage avec des déficiences intellectuelles, des problèmes de comportement, et des personnes intelligentes qui parlent, qui ont des capacités étonnantes. Donc, vous voyez que plus on augmente l'hétérogénéité, plus on augmente les controverses aussi, en fonction des professionnels qui vont travailler sur l'un ou l'autre des extrêmes. D'ailleurs, si on a une réflexion sur les catégories, on se dit que c'est assez étrange, parce que normalement, en science, les catégories sont faites de telle façon que l'on essaye de réduire progressivement les sous-groupes pour avoir des groupes le plus homogènes possible. Dans la psychiatrie, on a fait l'inverse. On a élargi les critères pour intégrer dans une même catégorie des cas très différents. D'où les controverses et les problèmes. Alors, bien sûr, la première conséquence du changement de définition, c'est la prévalence, l'augmentation de la prévalence. Si dans les années 90, on comptait 2 à 5 cas pour 10 000, en 2000, on parlait de 6 cas pour 1000, en 2010, 1 cas pour 100, et en 2020, on parle de 1 pour 60, voire plus. Mais il faut bien préciser qu'en France, il n'y a pas d'études épidémiologiques nationales sur l'autisme. Donc, aucun chiffre n'est conforté. La seule étude que j'ai trouvée est une étude de von Beckel et collaborateurs, publiée en 2015, obtenue à partir des registres de population pour des enfants nés entre 1997 et 2003 dans 4 régions de France, Haute-Garonne, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Et là, vous voyez que les chiffres sont bien inférieurs à ce qui est toujours donné dans les médias et même les pouvoirs publics et les associations. Donc, 36,5 pour 10 000, disons, si on arrondit à 40 pour 10 000, ça fait 4 pour 1000. On est loin des 1 pour 60. Et en plus, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a distingué entre autisme, syndrome d'Asperger et autres troubles du spectre autistique. Et vous voyez que les autres troubles représentent la catégorie la plus importante. Alors, pour le syndrome d'Asperger, je pense que maintenant, on doit en avoir plus parce qu'avec le diagnostic des adultes et la focalisation sur les diagnostics, on doit en trouver beaucoup plus. Mais tout de même, les chiffres qui nous sont assénés sans arrêt sont rarement vérifiés. Alors, je voulais vous montrer ce tableau. C'est un tableau qui a été présenté par Christopher Gillberg en 2006 lors d'un colloque. Christopher Gillberg est un psychiatre suédois qui a résumé ainsi les changements de définition. Donc,
l'ancienne définition d'autisme, on trouvait 80% de retard mental, 35% d'épilepsie, 25% de maladies associées. Avec les troubles envahissants du développement, vous voyez que les pourcentages sont beaucoup plus faibles, témoins de l'introduction de formes plus légères dans la catégorie. Avec les troubles du spectre autistique, c'est encore plus flagrant. Alors les conséquences, bien sûr, c'est l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués, l'augmentation de l'hétérogénéité des cas d'autisme, l'augmentation du nombre de parents concernés et d'associations de parents qui vont mobiliser les pouvoirs publics, qui vont promulguer des lois, des recommandations, des plans autisme, et puis aussi quelque chose de nouveau, l'apparition des associations de personnes autistes. Je reviendrai là-dessus par la suite. Autre point, une augmentation du marché de l'autisme. Parce que lorsque l'autisme ne concernait que quelques cas rares, effectivement, il n'y avait pas vraiment lieu d'un marché important. Alors que là, effectivement, avec une augmentation du nombre de diagnostics, les marchés se multiplient, aussi bien pour les évaluations, les formations pour les professionnels et pour les parents, les modes d'intervention, les thérapies, les médicaments, les tests génétiques, l'imagerie cérébrale, les dosages, les régimes, les livres et toutes les thérapies non orthodoxes. Donc, on a vu le changement de définition et ses conséquences. Maintenant, on va aborder les controverses sur les étiologies. Les résultats obtenus à partir d'études de couples de jumeaux ont été utilisés pour affirmer que l'autisme était en majorité d'origine génétique. Mais ces études, qui ont été réalisées dans les années 70, 80, 90, comportent de nombreux biais méthodologiques, des approximations erronées et une sous-estimation des risques liés à la périnatalité. En effet, parmi les cas d'autisme, on rencontre beaucoup de problèmes à la naissance, problèmes d'oxygénation, ou au cours de la grossesse, par exemple, infection virale. Et en fonction de la période du développement qui est concernée, les formes d'autisme vont être différentes. Malgré cela, ce sont des financements très importants qui ont été consacrés à la génétique, et c'est pour ça que c'est ce qui est le plus visible. Mais une étude plus récente sur le nombre beaucoup plus important de jumeaux révèle que la composante génétique de l'autisme est bien moindre. Donc, je vous renvoie à cette publication de Hollmeyer et collaborateurs en 2011. En fait, certains cas familiaux d'autisme sont démontrés, mais ne représentent qu'un faible pourcentage de l'ensemble des cas d'autisme. Ainsi, à peu près 10% des cas d'autisme sont associés à une maladie génétique connue comme le syndrome de l'X fragile, la sclérose tubéreuse de Bourneville ou le syndrome d'Angelman. Et d'ailleurs, dans toutes les publications qui concernent les modèles animaux de l'autisme, souvent des souris, il y a une mutation sur un gène qui concerne ces maladies-là. Donc, il y a une... c'est pas très honnête de dire qu'on a un modèle de l'autisme alors qu'en fait, on a un modèle d'une maladie génétique particulière qui ne rend pas compte de l'ensemble des cas d'autisme. En tout cas, des anomalies chromosomiques et plus d'une centaine de gènes, mutations et des lésions ont été identifiées, et à chaque fois pour des gènes impliqués dans le développement du système nerveux central, comme la reline, Shank, neuroligine, qui sont impliqués dans la synaptogénèse et le développement du cerveau. Mais à chaque fois, ces mutations sont mises en évidence pour des cas rares. Donc, si vous voulez approfondir cette question, je vous renvoie à mon article de 2010 sur la surestimation des origines génétiques de l'autisme dans Médecine Sciences. Il faut aussi préciser que la mutation d'un gène ne conditionne pas systématiquement l'apparition d'une anomalie, puisque c'est l'expression du gène qui importe et que de nombreux facteurs peuvent interférer avec l'expression de ce gène. Avec une même mutation, on peut donc avoir un enfant sans anomalie particulière, un enfant autiste, un enfant avec un syndrome d'Asperger ou un enfant très doué, ce qui remet en question l'usage abusif de tests de dépistage génétique. Et là, je vous renvoie au livre d'Ansermet et Giacobino, Autisme à chacun son génome. Alors, si on a beaucoup financé les recherches en génétique, on a aussi beaucoup financé les recherches en neurosciences. La première étude publiée en 1985, en fait, ce n'était pas une étude, c'était une autopsie d'un adulte autiste, une seule autopsie, qui montrait des anomalies dans l'hippocampe et l'amygdale avec des neurones plus denses et plus petits dans ces régions. Mais c'était pour une seule personne. Par la suite, d'autres anomalies ont été révélées dans le cervelet ou plus largement dans le système limbique. Mais finalement, les résultats sont très difficiles à interpréter puisqu'en fonction des individus, il n'y a pas d'anomalie ou il y a des anomalies plus ou moins importantes.
Donc, difficile de généraliser à l'ensemble des cas d'autisme. Une étude de Baudahert et collaborateurs est réalisée sur 140 enfants avec autisme non syndromique. Alors, il faut que je vous précise, autisme syndromique, c'est un autisme pour lequel on a identifié une maladie génétique connue ou une maladie métabolique connue, alors que autisme non syndromique, on n'a pas mis en évidence de maladie flagrante. Donc, sur ces 140 enfants avec autisme non syndromique, Baudahert et son équipe ont réalisé des IRM. Pour 40% d'entre elles, ils trouvaient des anomalies, mais 47% étaient normales. Alors, la conclusion de ces auteurs, c'était qu'il fallait faire des IRM. Mais la conclusion d'un autre auteur en 2016, lui, était que, justement, l'IRM, il n'y avait pas d'intérêt diagnostique. L'intérêt diagnostique était très limité pour l'autisme. Pourquoi ? Donc, en 2016, ces auteurs ont réalisé 100 IRM avec des adultes autistes et 100 IRM avec des adultes non autistes. Et en fait, ils trouvaient des différences bien plus grandes au sein d'un même groupe, au sein des non-autistes ou au sein des autistes, qu'entre les autistes et les non-autistes. Et que pour les autistes, ce qu'ils pouvaient voir, c'était de temps en temps, ou de plus en plus fréquemment, des épaississements au niveau cortical ou des ventricules plus larges, mais pas des anomalies vraiment flagrantes. Donc, vous voyez que l'interprétation des IRM n'est pas évidente pour comprendre l'autisme, et de toute façon, s'il y a une grande hétérogénéité de cas d'autisme, on comprend la difficulté. Par contre, il y a eu un grand succès de l'imagerie fonctionnelle, avec ces études notamment qui montraient une moindre activation du cortex temporal lors de tâches impliquant la reconnaissance des visages, avec une activation de zones habituellement impliquées dans la reconnaissance des objets. Mais il faut savoir que ces études sont toujours réalisées avec un très petit nombre de personnes, des adultes, qui parlent et qui ont des compétences cognitives importantes. Ainsi, cette étude sur le traitement de la voix qui avait été réalisée avec 5 adultes autistes avec langage et 8 adultes non autistes. Cette étude montrait un niveau d'activation du lobe temporal supérieur qui était le LTS, qui était supérieur chez les contrôles lors de l'audition de la voix. Par contre, pour les autistes, il n'y avait pas d'activation spécifique du LTS, en tout cas pour 4 sur 5. Donc, vous voyez que déjà sur 5 autistes, on n'a pas le même résultat et qu'il est difficile de généraliser à l'ensemble des cas d'autisme avec ces études ont eu énormément de succès et ont été publiées dans Nature Neuroscience. Alors, ce qui est le plus admis aujourd'hui au niveau de la science, c'est les connectivités différentes. Sous-connectivité ou sur-connectivité. Alors, les premières publications mettaient en évidence une sous-connectivité. Mais très vite, il y a eu des publications mettant en évidence une surconnectivité. C'est là qu'il est important d'entrer dans le détail des publications pour voir la méthodologie et quelles structures ont été identifiées. Donc, effectivement, on pouvait mettre en évidence une sous-connectivité d'une région à l'autre du cerveau, par exemple entre le cortex et l'hippocampe, mais une surconnectivité dans une même structure, par exemple l'hippocampe, ce qui explique pour certains une capacité de mémoire étonnante. Donc avec des connectivités beaucoup plus importantes dans l'hippocampe. Mais un problème de cohérence centrale parce qu'un problème de connexion d'une région à l'autre. Donc, ce qui va dans le sens aussi d'un problème développemental dans l'autisme. Alors, l'autisme a été utilisé par les chercheurs en sciences cognitives comme un modèle pour étudier le fonctionnement de la pensée. Alors, vous connaissez tous les travaux de Baron Cohen avec le modèle de la théorie de l'esprit qui explique que les autistes ont des difficultés à se représenter des états mentaux des autres. Mais il y a aussi le modèle d'Outafrit de la cohérence centrale. La cohérence centrale, c'est qu'une personne non autiste n'a pas besoin de tous les détails pour avoir une image globale, alors qu'une personne autiste va avoir besoin de tous les détails, d'où le temps plus long pour analyser une situation. Et c'est effectivement ce que nous décrivent certains autistes comme von Dahlen, où il explique qu'il a une pensée en détail, mais qu'il a besoin de tous les détails pour comprendre l'ensemble. Alors,
Les modèles perceptifs ont été longtemps sous-estimés, maintenant ils sont à la mode, mais quand j'ai commencé à travailler sur les récits de personnes autistes, ça n'était pas encore le cas. Dans le DSM-4, on ne parlait pas de la perception des autistes, même si les problèmes perceptifs avaient déjà été décrits dès les années 60 par des professionnels et des parents. Mais en tout cas, pendant longtemps, on les a sous-estimés. Alors, lorsque j'ai analysé ces récits de personnes autistes, malgré les différences d'une personne à l'autre, ce qui m'avait paru en commun, ce sont les expériences sensorielles et perceptives inhabituelles. Et effectivement, des différences perceptives, aussi bien au niveau de la vision, de l'audition, du toucher, de l'odorat, de la proprioception, de la stimulation kinesthésique, des distorsions sensorielles, des synesthésies plus fréquentes chez les autistes, des surcharges sensorielles. Et toutes ces différences contribuent à l'augmentation de l'état de stress et d'anxiété. Mais elles sont également source de plaisir. Par exemple, fascination pour certaines odeurs, lumières, mouvements. Et des stéréotypies sensorielles sont source de plaisir et calment les angoisses. Alors, quand on veut supprimer des stéréotypies, il y a un risque de voir aussi augmenter les angoisses. Alors, vous voyez dans cet article de 2016 une confirmation de ces résultats que j'avais obtenus et publiés en 2008. Une étude a été réalisée avec 16 adolescents par questionnaire. Et effectivement, les chercheurs ont mis en évidence que dans 88% des cas, il y avait des expériences auditives différentes. Voilà. Alors, pourquoi avoir réalisé cette étude? Pour mettre en évidence ce qui n'apparaissait pas dans les classifications de l'époque, dans les classifications de DSM-4, c'est-à-dire que la définition se limitait aux problèmes d'interaction sociale, de communication et aux intérêts restreints. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous êtes gêné par... Vous arrivez à bien voir la diapositive? Oui. Oui, bon, d'accord. Donc, mais on ne s'intéressait pas à ce qu'il y avait en amont, c'est-à-dire les problèmes perceptifs, le traitement différent de l'information et les problèmes de régulation émotionnelle. Si on ne tient pas compte de ces problèmes, on ne risque pas d'aider vraiment les personnes autistes. Si on ne s'intéresse qu'au comportement, effectivement, on va chercher des méthodes comportementales. Mais ce n'est pas ça qui va régler les problèmes de traitement de l'information, les problèmes de perception et les problèmes de régulation émotionnelle. Donc, on arrive aux interventions, aux controverses concernant les méthodes d'intervention. Les méthodes d'intervention sont multiples, mais je vais juste développer Teach et ABA parce que c'est celles qui sont le plus citées, le plus utilisées et pour lesquelles il y a le plus de publications. Donc, commençons par Teach. Teach donc, a été mis en place par Eric Schopler en 1966 en réponse, plutôt il commençait à vraiment s'opposer à l'approche de Bettelheim qui voulait séparer les parents des enfants et lui pensait au contraire qu'il fallait travailler avec les familles et surtout il a développé une approche éducative et comportementale et plutôt mettre l'accent sur les capacités, sur les compétences plutôt que sur les déficiences. Mettre en place un programme individualisé mené en collaboration avec les parents. Donc, c'était les différences par rapport à ce qui était préconisé à l'époque. Et cette approche a eu beaucoup de succès en Caroline du Nord, tellement que les parents ont demandé à ce que l'État finance cette approche. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que c'est l'ABA et c'est privé. Mais en attendant, ce programme a eu tellement de succès qu'il a été mis en place en France dans les années 90. Des associations ont créé des structures pour mettre en place spécifiquement Teach. J'y reviendrai tout à l'heure dans l'analyse du milieu associatif. Alors maintenant, ABA, c'est Ivar Lovaas dans les années 70 qui a proposé une approche éducative et comportementale intensive avec des essais distincts répétés pour des enfants de moins de 5 ans, 40 heures par semaine, un intervenant pour un enfant, des conditionnements et des renforcements utilisés pour modifier les comportements. Et ce qui a beaucoup influencé les parents, c'est cette publication de 1987 où il expliquait que 9 enfants sur 19
avaient atteint un développement intellectuel normal et un fonctionnement éducatif normal avec un QI normal. Or, ce qui n'a pas été précisé à l'époque, c'est qu'il y avait une sélection des enfants. Bien sûr, ils ne prenaient pas les enfants avec déficience, avec problèmes de comportement, et surtout, l'évaluation était faite à court terme, pas à long terme. Donc, les publications par la suite vont remettre en question ces résultats, mais en attendant, ça a beaucoup influencé les parents, et c'est cette approche qu'ils ont réclamée. Donc, dans mon travail sur la dynamique historique de la mobilisation des associations de parents, j'ai mis en évidence 3 générations d'associations. La première association dans les années 60 qui, face à la pénurie de structures, a réclamé des structures et a même travaillé en collaboration avec les psychiatres pour créer des hôpitaux de jour. Dans les années 80, des associations se sont créées pour mettre en place Teach en France. Et dans les années 90, des associations beaucoup plus revendicatives vont se retourner contre les psychiatres, la psychanalyse et vont réclamer des méthodes éducatives et comportementales et l'inclusion scolaire. Et c'est le cas notamment d'Autisme France, qui dénonçait en 1995 les difficultés à obtenir un diagnostic précoce, l'utilisation de la classification française au lieu de la classification internationale, une prise en charge d'inspiration psychanalytique au lieu de bénéficier d'une rééducation spécifique, sous-entendue méthode éducative et comportementale, et la méconnaissance de l'origine organique de l'autisme. Autisme France a saisi le Comité consultatif national d'éthique qui, en 1996, publie un avis qui allait dans le sens des associations. Devant la mobilisation importante des associations, la ministre de la Santé de l'époque, Madame Simone Veil, a commandité 3 rapports sur l'autisme qui ont donné lieu à la circulaire Veil d'avril 1995 pour un plan d'action sur 5 ans. Et par la suite, ce sont les plans autisme qui ont été proposés. Autre grande revendication des associations, reconnaître l'autisme comme un handicap pour pouvoir bénéficier, lorsqu'il y a eu la loi de 2005, du principe de l'inscription de tout enfant porteur de handicap dans l'établissement scolaire le plus proche du domicile. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette loi qu'il y a effectivement les moyens mis en œuvre et les professionnels formés pour accueillir les personnes autistes. On constate qu'après l'âge de 6 ans, quand un enfant ne parle pas ou a des problèmes de comportement, il est souvent rejeté de l'école. Donc, si on résume les transformations des revendications des associations, dans les années 70, les associations de parents réclamaient l'ouverture des hôpitaux de jour. Dans les années 90, cette revendication s'est transformée en une remise en cause des professionnels et une volonté de s'éloigner du milieu psychiatrique et surtout de la psychanalyse. On constate ainsi une convergence entre les demandes des nouvelles associations et les politiques gouvernementales qui visent à réduire le nombre de listes d'hospitalisation. De nombreux sociologues et chercheurs en sciences politiques analysent cette recomposition des relations entre l'État et les associations. En effet, depuis les années 2000, la capacité des pouvoirs publics à diriger l'offre associative s'amplifie. Le contrôle de l'État à distance s'exerce par des cadrages et des incitations. Cette politique conduit à des mouvements importants de concentration des associations, mais aussi d'alignement de l'offre sur les orientations fixées par la puissance publique. Alors, cette concentration des associations, on le voit avec les agences de gestion comme le groupe SOS ou AFG. On y reviendra tout à l'heure. Dans son livre « La révolte de la psychiatrie », Mathieu Bellassène analysait les orientations des politiques et expliquait que les discours se décentraient de la logique de soins au profit d'une logique économique de rationalisation, puis de rationnement des soins. Il expliquait que les lieux qui pratiquent des soins pluridisciplinaires au long cours sont défavorisés. Il décrivait aussi une perte d'autonomie des professionnels de santé et une focalisation sur la gestion financière et le managérialisme. Effectivement, on constate ce tournant gestionnaire aussi bien pour l'hôpital que pour le secteur médico-social. Et je vous conseille la lecture du rapport de 2009 du Haut Conseil pour la vie associative sur le rôle et la place des associations dans le contexte des nouveaux modèles d'entreprise. Et le dernier numéro de la revue ASH, Actualité sociale hebdomadaire, sur le groupe SOS, une tentation hégémonique, qui est sorti le 14 mai 2021, avec une analyse de cette hégémonie justement du groupe SOS qui phagocyte la plupart des associations.
de nombreuses associations dans de nombreux domaines. Alors, je voulais vous donner un exemple précis de ce changement et de ce tournant gestionnaire. En Seine-Saint-Denis, dans le projet d'une association qui a créé un IME en 2016, on pouvait lire des termes qui paraissaient éloignés des objectifs présentés sur Internet. Alors, ces termes qu'on pouvait trouver, c'est valorisation des actifs, environnement concurrentiel, process rénové, optimisation des moyens, harmoniser et qualifier les pratiques et les process, renforcer le pilotage financier des établissements, étaient autant d'expressions caractéristiques du monde de l'économie qui jalonnaient le texte de ce projet. Donc, en plus de ce courant gestionnaire, j'ai décrit un lobbying associatif dans le domaine de l'autisme en France, mais d'autres chercheurs au Brésil notamment ont décrit le même phénomène de lobbying associatif, qui s'est traduit comment? La forte pression exercée par quelques figures dominantes du monde associatif, dotées de capitaux socioculturels et intellectuels spécifiques, vise à modifier les pratiques professionnelles et à imposer les méthodes éducatives et comportementales. En simplifiant le problème et en le réduisant à l'application d'une méthode, les associations interlocutrices des pouvoirs publics participent à négliger l'hétérogénéité des cas d'autisme et la sévérité des symptômes présentés par certains d'entre eux. Alors bien sûr, toutes les associations ne sont pas sur ce modèle, mais les autres associations sont minoritaires, ont beaucoup moins de voix au chapitre, sont écartées souvent des instances publiques. Par exemple, cette association, le RAP, Rassemblement pour une approche des autismes humanistes et pluriels, qui s'est créé en 2014 et dont le président est Patrick Sadoun, qui a un blog sur Mediapart. Et sur son blog, il s'élève contre la vision caricaturale de la psychanalyse que donnent certaines associations de parents. Il témoigne que dans le cas de sa famille, alors là, je vois difficilement... Est-ce que vous pouvez supprimer cette fenêtre? Ah, attendez. Bon, attendez. Voilà. Encore. Je n'ai pas accès à cette note. Donc, bon, il témoigne que dans le cas de sa famille, les psychanalystes ont su, avec infiniment de tact et de patience, nous accompagner et nous soutenir dans ce parcours douloureux et nous leur en sommes très reconnaissants. Donc, vous voyez, un témoignage très différent de ceux que l'on trouve habituellement où on se plaint des psychanalystes qui culpabilisent les mères, qui existent effectivement, mais il y a aussi tous les autres. Donc, dans un autre texte publié en 2015 sur son blog, il disait « Je pense que nous choisissons tous les explications qui nous arrangent. J'ai de plus en plus tendance à penser que le choix d'une approche plutôt qu'une autre dépend bien davantage de la personnalité des interventions que d'un choix. » d'un choix. Alors là, je ne vois plus mon texte, le texte de Sadoun. Attendez. Oui, d'un choix rationnel. Voilà, les méthodes très directives satisfont ceux qui sont à l'aise dans des rapports d'autorité où ils peuvent parler et décider à la place de l'autre et qui ne supportent pas l'incertitude ou la contradiction. Donc, c'était ce texte de Sadoun en 2015. Alors, on a parlé des associations de parents. Maintenant, on va aborder celui des personnes autistes. C'est la dernière partie de mon exposé. Effectivement, quand on définit l'autisme, quand on définit un autiste comme quelqu'un qui ne parle pas, qui est replié sur lui-même, qui a une déficience intellectuelle, aucun adulte qui parle et qui a des compétences intellectuelles va se reconnaître dans cette image. À partir du moment où on change cette représentation, où l'autisme est défini comme un problème d'interaction sociale, de communication et d'intérêt restreint, de nombreux adultes vont se reconnaître dans cette définition, vont se contacter, vont échanger et vont créer en 1991 la première association ANI, Autism Network International. C'est Jim Sinclair, Donna Williams, Katie Grant qui vont être à l'origine de cette association et qui vont faire des émules. Lors d'un colloque à Toronto en 1993, Jim Sinclair s'exprimait ainsi: « L'autisme est une manière d'être, il est envahissant, il teinte toute expérience, toute conception, perception, pensée, émotion, tout aspect de la vie. Il n'est pas
possible de séparer l'autisme de la personne, et si c'était possible, la personne qui resterait ne serait plus la même. Et il poursuivait « Accordez-moi la dignité de me rencontrer selon mes propres termes, reconnaître que nous sommes également étrangers l'un à l'autre, que ma façon d'être n'est pas simplement une version déficiente de la vôtre. Interrogez-vous sur vos présupposés, travaillez avec moi à construire davantage de ponts entre nous. » Donc, ces interventions vont avoir un poids important et vont influencer, vont amener à cette association de plus en plus de personnes. Mais pour Annie, il ne s'agit pas de trouver des causes à l'autisme, de soigner et de rendre normales les personnes autistes, mais de former les personnes pour qu'elles puissent assurer elles-mêmes leur propre défense, de constituer une communauté, d'augmenter la visibilité publique de leurs actions et de réduire la stigmatisation. Donc on voit ce mouvement s'articule autour d'affiliations identitaires et culturelles. L'identité des personnes autistes se construit dans le cadre d'une résistance à la définition de l'autisme comme une maladie ou un handicap. Elle revendique une reconnaissance sur la base de leurs différences. Judy Singer a créé le terme de neurodiversité qui a eu beaucoup de succès, qui a été repris dans les médias, qui a été repris par les associations et par des chercheurs en sciences cognitives par la suite. Tout un discours de type culturaliste célébrant la culture autistique s'est développé avec de nouveaux mots comme auti pour autiste, aspi pour personne avec un syndrome d'Asperger. Et Internet joue vraiment un rôle très important dans ce mouvement. Martin Decker, qui a créé l'association Aspi for Freedom en 2004, expliquait que l'Internet est aux autistes ce que le langage des signes est aux sourds. Et une autre autiste, Musky, a créé un institut pour l'étude des neurotypiques. Elle a beaucoup d'humour et elle décrit les personnes non autistes comme présentant un syndrome neurotypique, trouble neurologique caractérisé par des préoccupations sociales, l'impression de supériorité et l'obsession de la conformité. Donc, vous voyez d'autres personnes aussi au Québec comme Michel Dawson, qui travaille aujourd'hui avec Laurent Motron au Québec, estime que les associations de parents leur ont confisqué la parole. Elle est contre les méthodes comportementales et a publié un article très intéressant sur les mauvais comportements des comportementalistes en analysant en détail des articles sur les méthodes ABA. Elle refuse le statut de malade ou de patient et lors d'un entretien que j'ai eu avec elle en 2004, elle expliquait que l'autisme n'est pas une maladie, pas plus que d'être homosexuel. Donc, vous voyez qu'il y a une politisation de l'autisme dans le contexte plus large du mouvement des personnes handicapées, les Disability Studies, avec une référence au mouvement des Noirs, féministes, gays, minorités, une recherche des causes structurelles de la stigmatisation dans la société. Et l'étiquette négative de l'autisme devient une source de fierté. D'ailleurs, un Autistic Pride Day a été créé en 2005 qui célèbre la neurodiversité. Alors, en France, le mouvement ne s'est pas créé de cette façon. En 2004, donc vous voyez bien plus tard, puisque les premières associations datent de 91, en 2004 a été créé Ça te dit, mais pas du tout dans une version politique, pas dans la revendication, dans la culture, dans la création d'une culture autiste ou en référence à la neurodiversité. L'association s'est créée pour aider, conseiller, soutenir, accompagner les personnes et leurs familles et plutôt réunir les personnes autistes, informer, sensibiliser, mais pas vraiment un aspect politique comme aux États-Unis. Stéphanie Bonneau-Brier, qui est une figure marquante de Ça te dit, a publié en 2009 un article dans l'Information psychiatrique où elle se prononce sur l'ABA en expliquant que plutôt que d'aider la personne autiste à raisonner par elle-même, l'ABA impose un système d'apprentissage où finalement les intervenants entretiennent une partie de notre fonctionnement. Pour beaucoup de personnes autistes, l'ABA convient bien parce que nous présentons souvent à la base une façon mécanique d'apprendre, d'engranger les informations. L'ABA favorise effectivement une forme d'apprentissage automatisé de connaissances, mais finalement, je trouve que ça ne développe pas l'autonomie de raisonnement. Ça ne nous apprend pas à choisir, ça nous apprend uniquement à répondre à des consignes d'une façon dite adaptée. Donc vous voyez que Stéphanie, qui au départ a été plutôt favorable aux méthodes comportementales, peu à peu s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour acquérir une autonomie. Alors, il y a de nouvelles associations de personnes autistes qui sont créées en France qui, elles, prennent la même voie
que les associations américaines et internationales. C'est notamment Clé Autisme, qui s'est créée en 2018, association de défense des droits des personnes autistes, collectif pour la liberté d'expression des autistes. Donc là, avec une vision politique du handicap, inspirée par la neurodiversité et les Disability Studies. Clé Autisme dénonce la fausseté du discours actuel sur l'inclusion, y compris en entreprise. Une nouvelle exploitation des travailleurs en situation de handicap. Vous entendez de plus en plus parler du travail des autistes. Clé Autisme valorise la culture autiste comme autre socialisation et haute communication. Ce concept de neurodiversité qui a été défendu par les personnes autistes a été utilisé par des chercheurs en sciences cognitives comme Simon Baron-Cohen et Francesca Happé en Angleterre et Laurent Mautroux au Québec. Mais il faut savoir que ces chercheurs travaillent essentiellement avec des personnes qui ont des capacités, des adultes, qui ont des capacités intellectuelles importantes, qui parlent et qui n'ont pas de problème de comportement. Vous voyez une vision biaisée de l'autisme. Si on revient sur ce que je vous ai présenté au départ sur l'élargissement des critères diagnostiques, on voit que les nouvelles classifications ont modifié la façon dont nous concevons les pathologies mentales, pas seulement pour l'autisme, mais pour le syndrome bipolaire, l'hyperactivité, la phobie sociale, donc en se focalisant sur les comportements et en élargissant les critères diagnostiques. En 2004, Alain Ehrenberg expliqué dans un article d'Esprit que les changements de la relation normale pathologique ont pénétré notre société dans laquelle différents problèmes sont souvent présentés comme des troubles psychiatriques alors que des pathologies comme l'autisme tendent à quitter le champ de la psychiatrie, en partie sous la pression des associations. En fait, il y a un double mouvement, une médicalisation puisqu'il y a de plus en plus de diagnostics d'autisme, mais un mouvement de la neurodiversité où on va redéfinir l'autisme comme une différence. Et c'est là où on voit que les politiques sont focalisées sur le diagnostic, mais beaucoup moins sur l'accompagnement et la prise en charge. Je voulais aussi parler de l'impact du diagnostic de syndrome d'Asperger qui illustre bien les effets de looping proposés par Ian Hacking, puisque ce diagnostic peut modifier la compréhension et les représentations des personnes diagnostiquées. Si certains adultes ont volontairement adopté ce diagnostic et ont remis en question le modèle médical en redéfinissant leurs conditions comme une différence, d'autre part, la stigmatisation est bien plus importante pour les enfants et les adolescents qui autrefois étaient décrits comme excentriques, bizarres mais doués et qui aujourd'hui sont considérés comme souffrant de troubles autistiques. Vous voyez l'importance des classifications. L'hétérogénéité de ce qui est nommé autisme aujourd'hui conduit à une certaine confusion qui ne rend pas service aux personnes les plus sévèrement touchées. Certains professionnels préférant souvent s'intéresser aux personnes qui parlent et qui ont des capacités cognitives importantes et pas de troubles de comportement. Pour les parents qui ont un enfant autiste qui ne présente pas ces compétences, la souffrance en est décuplée et les difficultés à trouver des structures d'accueil s'en trouvent accrues. Donc, en conclusion, je voudrais dire que les associations, en conclusion, le changement de définition a un impact très important. Déjà, l'élargissement des critères diagnostiques a eu un impact très important sur les représentations, en déstigmatisant l'autisme, mais aussi en reléguant les cas les plus sévères dans les familles et causant des problèmes encore plus importants. Les associations de parents ont modifié les représentations de l'autisme et ont agi au niveau politique pour changer les pratiques diagnostiques, les méthodes d'intervention et orienter les recherches. Les médias ont majoritairement repris les revendications des associations. Les marchés de l'autisme, les intérêts de certains chercheurs en génétique, en sciences cognitives, en neurosciences et des psychologues comportementalistes participent à ces modifications. Mais la tendance à la fragmentation du système de soins pour les enfants avec troubles du spectre autistique se traduit par une surcharge de travail pour les familles, avec des conséquences professionnelles et financières particulièrement importantes. Donc, ce qui apparaît quelquefois comme un progrès se traduit parfois pour des familles qui ont malheureusement des enfants autistes qui présentent des formes sévères, se présente parfois comme très problématique. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne le lien autisme.neowordpress.fr si vous voulez approfondir les différentes questions que j'ai soulevées et lire des publications que j'ai rédigées dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup.
Euh, alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Si c'est le cas, vous ouvrez votre micro et comme d'habitude, vous les posez directement. Ce sera très bien comme ça. Alors, j'ai pas une question, mais juste pour souligner quand même que j'ai apprécié l'approche qui a été proposée, parce que c'est pas la première fois que je peux assister à une conférence sur l'autisme qui se résume généralement à, soyons honnêtes, un parti pris, une présentation, qu'est-ce que l'autisme et quelles sont les solutions pour le soigner. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une approche quand même un peu plus globale et neutre, si je puis dire. Je n'étais pas forcément d'accord avec des tout petits détails, mais voilà. En tout cas, j'ai apprécié la démarche et je comprends que l'autisme aussi, là, est peut-être support à un cadre plus général et qu'on pourrait le transposer à peut-être à d'autres thématiques. Et je pense que j'aurais pris peut-être plus plaisir à avoir cette démarche-là sur une autre thématique que je ne connaissais pas d'ailleurs. Voilà. Merci. Bonsoir. Ouais, j'ai une petite question. Bon, déjà, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais lu que l'autisme, c'était le syndrome psychiatrique chez l'enfant qui était le plus documenté, en Occident en tout cas. Et je me demandais pourquoi il y avait si peu de rapports épidémiologiques en France, surtout qu'apparemment il y a beaucoup de diagnostics. Je voulais savoir si c'était la France qui était défaillante à ce niveau-là ou si c'était un problème global. Oui, ben justement, à plusieurs reprises, je me suis prononcée, j'ai demandé aux autorités, je leur ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de financement pour des études épidémiologiques en France? Pas de réponse. Il y a des études épidémiologiques, mais locales. Et tout le monde répète les mêmes chiffres qui ne sont jamais vérifiés. Parce qu'effectivement, il faudrait distinguer les différents types d'autisme. C'est un gros travail. Et d'une région à l'autre, les diagnostics ne sont pas faits tout à fait de la même façon. Donc, c'est sûr que ce n'est pas simple, mais on pourrait très bien financer des études épidémiologiques. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Hein. Il y a énormément d'argent pour la recherche en génétique, en neurosciences, en sciences cognitives, en imagerie, mais en épistémologie, l'épidémiologie, il y a un problème. D'accord, merci. Moi, j'ai une question en fait en lien avec, dans le prolongement de ce que disait Malvina, est-ce que vous répondiez? En fait, je me demandais comment vos travaux étaient reçus à la fois par les pouvoirs publics, Ah, c'est simple. à la fois par les C'est très associations de simple. parents. Si on prend, vous voyez, les différentes Voilà. entrées que vous avez Voilà. mobilisées, je serais curieux de savoir finalement comment c'est reçu, finalement, comment ils sont reçus vos travaux. Boycott par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que je suis la première sociologue à avoir travaillé sur la question des transformations des représentations de l'autisme. Je suis celle qui publie le plus. Je suis celle qui suis citée le plus. Mes publications sont aussi au niveau international puisque je publie aussi en anglais. Mais par contre, je ne suis pas sollicitée par les pouvoirs publics. Une fois, le ministère de la Recherche m'avait contactée parce que justement, en faisant la bibliographie, il est tombé sur mes articles, bien sûr. Donc, ils m'avaient sollicité pour le 4e plan autisme. Mais une semaine plus tard, ils m'ont dit « Ah non, finalement, c'était une erreur. » Mais parce que justement, ce que j'appelle lobbyistes, les quelques représentants associatifs, sont dans ces structures et me font passer pour quelqu'un qui défend la psychanalyse, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais quelqu'un comme Jean Vinceau, par exemple, qui a un blog sur Mediapart, lorsque mon livre est sorti, je ne sais même pas s'il l'a lu, mais bon voilà, il a dit que je recyclais mes anciens travaux et que, comme d'habitude, je défendais la psychanalyse, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais discrédité, et ça marche toujours. Voilà. Donc, voilà, je n'ai pas eu de financement, même quand je déposais des projets, je n'étais pas financée. Il y avait toujours un prétexte pour ne pas me financer. Donc, je n'ai pas pu former des étudiants parce qu'ils ne pouvaient pas être financés. Et c'est pour ça aussi que je suis partie à la retraite prématurément parce que j'en avais assez. Maintenant, je travaille sans être payée, mais je veux dire, je n'ai pas de directive, disons. Moi, ce qui me pose problème, c'est tous ces travaux qui sont financés pour trouver un résultat. Moi, je n'ai jamais travaillé comme ça. Je ne savais pas ce que j'allais trouver en travaillant sur l'autisme. Ce qui m'intéressait, c'est de découvrir.
pas de savoir à l'avance ce que je devais trouver. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, parce que moi, du coup, j'en ai, mais en fait, n'hésitez pas à les poser si vous en avez. Si personne n'en a, j'en pose, et puis peut-être qu'elles viendront en cours de route. Tout à l'heure, vous avez parlé des méthodes Teach, ABA. Puis on avait pris deux en partie. Est-ce que vous pourriez préciser finalement, alors vous avez commencé à le faire, hein, mais est-ce que vous pourriez préciser finalement ce qui les rend disponibles, ces méthodes-là, pour rentrer en résonance avec le registre gestionnaire qui aujourd'hui préside finalement à, alors pas qu'au dessiné de l'autisme, mais au dessiné de toute une série, si vous voulez, de préoccupations sociales. Oui, alors là aussi c'est simple, c'est que les recommandations de la HAS préconisent les méthodes éducatives et comportementales. Donc maintenant, si vous voulez créer une structure ou diriger une structure, il faut que vous utilisiez ces méthodes. Même si ce ne sont que des recommandations, elles sont utilisées comme des obligations pratiquement. Donc vous n'aurez pas de financement si vous faites autre chose. Vous aurez beaucoup de mal à en avoir si vous faites autre chose. Pourtant, il existe bien d'autres méthodes, notamment l'approche SACAD, qui est utilisée par des Québécoises et qui les ont implantées dans certaines régions, en France et ailleurs, et qui donnent de très bons résultats, parce que de toute façon, les méthodes éducatives et comportementales ne suffisent pas. Ça ne suffit pas à régler les problèmes d'anxiété, les problèmes de perception, les problèmes émotionnels. Bien sûr qu'il faut d'autres approches. Alors là, je ne vous ai pas décrit les conditions dans lesquelles on pouvait utiliser les enveloppements, oui. Mais ces enveloppements qui ont été interdits en 2016, alors même que c'était pour des cas, on n'utilise pas des enveloppements pour l'autisme, on utilise des enveloppements pour des cas très sévères de personnes qui s'automutilent, qui ont des gros problèmes de comportement, qui frappent, qui s'automutilent. Donc, lorsqu'on ne sait plus quoi faire, parce que les médicaments ne marchent plus, quand il n'y a plus rien qui marche, et qu'on utilise ces approches avec un environnement psychothérapeutique, avec les enveloppements s'accompagnent de beaucoup de choses, de personnes autour qui parlent, qui font dessiner l'enfant ou la personne, avec de la musique, avec des massages, c'est tout un ensemble. C'est vraiment celle qui pratique ça en Seine-Saint-Denis et qui a vraiment des résultats extraordinaires, c'est Anne Juteau. Et vraiment, elle fait un travail magnifique. Et justement, dans mon livre, je donne des exemples de témoignages de parents qui témoignent que vraiment, ça les a aidés. Ça a aidé leurs enfants, vraiment. Par exemple, il y avait un enfant de 13 ans qui était devenu catatonique. C'est-à-dire qu'il ne mangeait plus, il ne marchait plus, il ne parlait plus. C'était hallucinant. Un psychiatre a proposé de l'électroconvulsivothérapie. Alors, Anne Juteau a dit, bon, attendez, avant de faire ça, on va peut-être essayer les enveloppements. Alors, la mère était d'accord parce qu'elle ne voulait pas d'électrochoc. Donc, ils ont commencé les enveloppements et j'ai eu la chance d'assister à l'un de ces enveloppements. Et puis, très rapidement, assez rapidement, l'enfant a été mieux. Mais ce n'est pas seulement les enveloppements, hein. C'est les échanges avec la psychiatre qui a compris quelque chose, c'est qu'il ne sentait pas ses jambes. Ils ont parlé de foot parce qu'il aimait le foot. Donc, ils ont parlé de foot et elle lui a demandé s'il pouvait dessiner un joueur de foot. Il a dessiné le joueur de foot sans jambes. Et alors, ils ont commencé à lui demander comment ça s'appelle, le pied, le genou, la cheville. Et en fait, il donnait d'autres noms. C'était hallucinant. Incroyable. Donc, ils sont revenus aux bases, c'est-à-dire en lui expliquant, voilà, ça c'est la cheville, ça c'est le pied, ça c'est le genou, et puis faire tout un travail autour des jambes. Et effectivement, un jour, il a dit, je voudrais rentrer que mon corps aille dans mes jambes. Ça a beaucoup étonné les professeurs. Et effectivement, petit à petit, avec les enveloppements, Donc, vous voyez, ça, on ne peut pas le régler avec des méthodes comportementales et éducatives. C'est-à-dire, ça va bien au-delà de ça, quoi. Mais en fait, la question que je vous posais tout à l'heure, effectivement, vous avez répondu en disant
finalement, il y a une contrainte finalement des pouvoirs publics à mobiliser certains outils, certaines méthodes, et du coup, hors de ces méthodes-là, il n'y a pas de financement ou il y a moins de financement. Donc effectivement, mais il y a un intérêt. Il y a un intérêt à ces méthodes, bien sûr. C'est les méthodes de communication. Tout ce qui est communication, mais ce n'est pas seulement Teach ABA, c'est tout ce qui est communication. Soit le langage des signes, soit Makaton, soit le PEX. En fonction des enfants ou des adultes, les moyens de communication ne vont pas être les mêmes. Et c'est pour ça que c'est un problème de choisir une méthode. Il faut les connaître toutes. C'est la difficulté pour les professionnels. Il faut les connaître toutes pour savoir laquelle sera la plus adaptée pour un enfant. Par exemple, là, j'ai fait un entretien avec une famille en Seine-Saint-Denis qui me disait, voilà, dans un IME, on me dit que c'est pour une enfant de 13 ans qui a 11 ans, qui a des gros troubles de comportement depuis qu'elle est pubère, son corps change et ça la perturbe énormément. Donc, beaucoup de crises. Et dans l'IME où elle était, on disait aux parents ah non, mais le PEC, ça ne marche pas avec elle. Mais des éducateurs d'un hôpital de jour ont essayé le PEX avec elle. Ils ont fait des visites à domicile pour introduire le PEX. Et en fait, ça marche très, très bien avec elle. Vous voyez, il faut vraiment tâtonner pour savoir qu'est-ce qui va être le plus adapté à la personne que vous avez en face de vous. Il n'y a pas de méthode miracle. Avec les autistes, il n'y en a pas un pareil, donc il n'y a pas une méthode. Par contre, il faut connaître toutes les méthodes pour savoir quelle méthode il faut tester et voir qu'est-ce qui va marcher le mieux avec cette personne. Il faut déjà la comprendre et voir quels sont ses problèmes perceptifs, à quoi elle répond. D'où l'usage des méthodes éducatives et comportementales, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas utiliser mécaniquement des méthodes, en tout cas avec les autistes. Et même avec les autres. Voilà, je pense que plus largement, effectivement. En tout cas, on est tous différents, donc je ne vois pas pourquoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Rien sur le groupe SOS. Non, mais après, j'allais y venir si vous voulez, mais du coup, en fait, je ne voudrais pas que ça se résume à un questionnement de ma part, parce que c'est vrai qu'effectivement, vous l'avez rapidement abordé tout à l'heure en mentionnant l'article de l'ASH. Et j'aurais aimé que vous développiez un petit peu ce point-là, parce que je vous disais tout à l'heure en aparté avant que nous commencions que via notre site LinkedIn, j'avais été sollicité tout récemment par une institution, enfin par une intervenante d'une institution qui me demandait en fait quel regard je portais sur ce groupe et sur la manière dont on était en train de vampiriser notre champ professionnel, mais pas simplement dans la ligne autisme, mais de manière extrêmement diverse. Et du coup, vous en avez parlé tout à l'heure, j'aurais aimé que vous développiez un petit peu ce point-là, s'il vous plaît. Eh bien, en fait, on a une concentration des associations qui est favorisée par les pouvoirs publics, qui préfèrent avoir un interlocuteur plutôt que plein de petites associations. Donc, peu à peu, des associations de parents qui ont créé des structures ont vu leur structure critiquée par les ARS qui leur disaient « vous avez des problèmes de gestion, votre gestion ne correspond pas aux nouveaux normes, aux nouveaux critères. Donc, on vous propose de fusionner avec le groupe SOS qui va gérer tout ça et ça va aller beaucoup mieux. » Mais en fait, ce n'était pas une fusion, c'est une phagocytose. C'est-à-dire à partir du moment où les agences de gestion s'occupent d'une structure, ils l'avalent. Et ils utilisent la gestion, c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté, la gestion est utilisée comme un cheval de Troie pour privatiser les services. C'est-à-dire que actuellement, le groupe SOS a plusieurs casquettes, SOS senior pour les EHPAD, SOS enfance, SOS délinquance, SOS terrorisme, SOS... enfin bon, il y a toutes sortes de... Et c'est toujours la même chose. Par exemple, pour les EHPAD, en Moselle, il y avait encore des EHPAD publics, régionaux. On va dire non, mais la gestion, ça ne va pas. Ça va être le groupe SOS qui va les prendre en charge. Sauf que c'est une privatisation, ce n'est plus public.
Et c'est ce floutage entre le privé et le public qui a été favorisé par la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, qui n'a rien de social ni de solidaire, qui utilise le social et le solidaire pour se faire de l'argent. Il faut être clair. Hein. Donc on est là dans comment utiliser la santé, le social, le solidaire pour se faire de l'argent. Et ça se concrétise par une souffrance des personnels, vraiment, dans les IME, parce qu'on leur donne des consignes, on leur donne des process, des protocoles, mais ça ne marche pas forcément. Et quand ils n'y arrivent pas, bah, c'est de leur faute, quoi. C'est parce qu'ils n'appliquent pas correctement ce qu'on leur dit de faire. Mais ceux qui gèrent, ils pourraient gérer une entreprise de chaussures, une entreprise de n'importe quoi, de la même façon. Ce sont des critères de gestion, de management. Et c'est ça le problème. C'est qu'on perd toute spécificité des pratiques. Ce ne sont plus les pratiques qui sont mises en avant. De toute façon, ce que je vous décris pour le secteur médico-social, on l'a vu dans l'hôpital et on a vu les conséquences à l'hôpital. Ça a été ça, hein. C'est vraiment les règles de management et de direction qui mettent en souffrance beaucoup les professionnels. Ça veut dire que pour vous, à partir du moment où une entreprise devient privée, elle est plus capable de mettre sur la table un éventail de pratiques assez large pour permettre à l'usager et au personnel de s'y retrouver? Ah ben non, puisqu'elle va interdire certaines pratiques. On l'a vu clairement. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de Églantine Émeillé. Églantine Émeillé, c'est une présentatrice à la télé qui a un enfant autiste, mais sévèrement atteint avec automutilation, et qui, elle, avec tout son réseau, parce qu'elle connaissait beaucoup de monde, a créé une structure pour faire de l'ABA, puisqu'on lui a dit qu'ABA, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais bon, avec son fils, ça ne marchait pas. Donc, elle a cherché partout, puis elle a vu qu'avec le packing, et son fils était beaucoup plus apaisé. Alors, quand elle s'est exprimée dans les médias, ça a été le tollé. Elle s'est fait insulter, d'ailleurs, elle n'en parle plus, tout simplement. Mais c'est surtout qu'elle a créé une structure qui a été prise en main par la société de gestion AFG, qui s'est emparée de cette structure. Donc, c'est elle, Églantine Émeillé, qui l'a créée, mais elle l'a perdue complètement, cette structure, parce que AFG non seulement gère, mais embauche, débauche, décide de la méthode. Donc, si on n'utilise pas exclusivement méthode ABA, les parents sont éjectés. Donc, c'est extraordinaire. De toute façon, Églantine Émeillé a fait un film où elle a enregistré la personne qui disait non, mais votre fils, il est trop... il faut le mettre dans une structure. Alors même que tout le discours, c'est il ne faut pas de structure spécialisée, c'est l'école, mais bon. Donc, vous voyez comment, par l'intermédiaire de la gestion, on arrive à imposer. Pas seulement, on arrive à imposer une approche, à l'exclusion d'autres. C'est ça le danger. Ou certaines questions, certaines d'entre vous. Pardon ? Non, je me demandais si ça a soulevé certaines questions, certaines réflexions chez certains des participants. Je vous donne un autre exemple pour les EHPAD. Dans un EHPAD public, effectivement, le coût pour les familles est bien moindre. Alors, pour un EHPAD privé, donc pris en charge par le privé, non seulement la société privée a beaucoup d'argent du public, mais en plus, les familles doivent payer énormément. Vous voyez, c'est ça qui change. C'est que si vous avez de l'argent, vous pourrez bénéficier de ces structures. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas. Et là, c'est ce qu'on voit déjà avec des familles d'enfants autistes qui n'ont pas beaucoup de moyens. S'ils ne peuvent pas payer des services privés, il n'y a pas assez de services publics. Il n'y a pas assez d'hôpitaux de jour, il n'y a pas assez d'IME. Et donc, les enfants restent à la maison. C'est une catastrophe. Et pourtant, les fonds publics utilisés par des structures comme le groupe SOS sont énormes. Justement, ils siphonnent le financement du public, puisque 76% de leur budget est public. Vous pensez bien que si tout cet argent va à une seule structure, les autres, les petites associations, là, ils n'auront que des miettes ou presque rien. C'est ça le problème. On a une OPA, on a des monopoles.
comme tout monopole, vous connaissez les conséquences des monopoles. Moi, j'ai rien contre le privé, mais quand il utilise des fonds publics pour se faire de l'argent, là, il y a un problème. Au lieu de répondre aux besoins des personnes. Tout est dans le discours, dans la com, dans le management, dans la gestion, mais pas dans les pratiques d'aide, effectivement. Après, on vous donne un exemple. Vous avez vu sans doute, le 1er avril, c'est le jour de journée de l'autisme. Donc, vous avez sûrement vu des émissions où on montre des parents qui ont les moyens, qui ont les réseaux, qui ont créé eux-mêmes la propre structure pour leurs enfants et quelques enfants. Et on vous dit, vous voyez, on vous donne ça en modèle. Donc, vous, parents d'enfants autistes, vous devez créer votre propre structure. Vous voyez, là, c'est problématique quand même, quand on veut développer des services publics. Du coup, c'est votre critique des monopoles en réalité qui fait que on écrit des articles comme celui que vous avez cité de Mediapart, sous couvert de... Enfin, en prétextant que vous réfutez la psychanalyse, alors que, enfin, moi perso, j'ai lu un livre et clairement l'auteur, il dit que l'approche psychanalytique, elle n'a pas de statut scientifique, quoi. Pardon, non, j'ai pas bien compris votre... Moi, j'ai lu un livre où l'auteur écrit clairement que l'approche psychanalytique n'a pas vraiment de statut scientifique. Et du coup, je me posais la question de savoir si on n'écrivait pas des articles dénigrants, entre guillemets, à votre propos, sous couvert de votre réfutation de la psychanalyse, entre gros guillemets, alors que les réelles raisons, c'était plus votre critique du monopole de certaines associations, etc. Oui, bah voilà, c'est ça. Donc justement, ceux qui me critiquent comme Jean Vinsot, c'est des personnalités qui font partie de ce lobbying associatif, qui ont comment dire, des liens avec les pouvoirs publics et qui sont sollicités par les pouvoirs publics. Et justement, ça les intéresse, bien sûr, de décrypter ce lobbying associatif qui n'est pas représentatif de l'ensemble des familles. Ça, c'est sûr que ça ne plaît pas. Comme ça ne plaît pas de penser qu'il n'y a pas une méthode unique, puisque c'est justement une méthode qu'on veut mettre en avant en disant, voilà, maintenant, nous, on sait ce qu'il faut faire pour l'autisme. Partout où on utilise cette approche, il faut l'utiliser. Oui, sauf que moi, j'ai travaillé aussi au Québec et j'ai vu que voilà, ils ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes de comportement, ils ne savent pas quoi faire. Donc, par exemple, l'inclusion scolaire, c'est très bien, sauf que si l'enfant mord ou frappe, on le renvoie à la maison en disant aux familles, écoutez, nous, on peut pas le garder. Pareil, quand ils sont adultes, on ne sait pas quoi en faire quand il y a des problèmes de comportement. Donc, tant que ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, on le renvoie à la famille. Et surtout, tous les pays qu'on donne en exemple, États-Unis, Angleterre, Australie, Québec, ils ont le même pourcentage d'adultes autistes dépendants. Ça n'a pas diminué avec le temps. La seule différence, c'est qu'on a mis l'accent sur des personnes compétentes. Alors forcément, si vous changez la définition, là, on ne parle plus de la même chose. C'est sûr que les Asperger ne vont pas évoluer de la même façon qu'une personne qui a des déficiences intellectuelles. Il y a tellement de formes d'autisme différents. Mais normalement, les services publics devraient être là pour aider les familles qui ont des cas d'autisme les plus sévères. Or, là, on essaye de les oublier et de dire, bon, voilà, maintenant pour l'autisme, on va faire l'inclusion scolaire, on va les faire travailler parce que les autistes ont besoin d'être utiles, donc il faut les amener dans le monde du travail, on va leur mettre des job coachers, voilà, on va faire du job coaching et ils vont tous travailler, super. Alors, on nous donne toujours les mêmes exemples. Hein. Les autistes israéliens qui décryptent les images des satellites, Andros, enfin, voilà, c'est toujours, ou alors Internet, bien sûr, les as de l'informatique. Oui, mais ce n'est pas tous des as de l'informatique, hein, loin de là. Loin de là. Donc, voilà, on fabrique une histoire et
bon, il y en a qui ont envie d'y croire, donc ça marche. Après, de toute façon, il y a un manque de moyens tellement important que les parents qui arrivent dans ce petit monde de l'autisme généralement et qui sont néophytes et qui vont avoir en plus un grand manque de connaissances vont parfois se sentir obligés de prendre parti, mais parti comme pour un parti politique, hein, Oui, pour des causes. Et c'est aussi ce parti pris qu'ils vont prendre qui parfois va pouvoir assurer ou non l'avenir de leur enfant, parce que s'ils ne prennent pas parti, ils ne sont pas acceptés dans l'asso. Et dans l'autisme, ça c'est passe ce qu'on quand même leur dit. beaucoup par Oui, oui, l'associatif. bien sûr. Et Oui, oui, du coup, oui, oui. ils sont Oui, un peu, voilà, pieds et poings liés. Et au-delà de ça, au final, ce qu'on retrouve régulièrement, c'est des assos très clivantes sur des types d'autisme, effectivement. oui, Et c'est marrant parce que parfois, il y a une question de l'identité aussi de ce que notre enfant nous renvoie qui joue beaucoup pour les parents. oui. Mais la question de l'identité des personnes autistes pour elles-mêmes est rarement abordée et traitée. Et pourtant, quand on est en structure, enfin, moi, je suis sur un SAMSA TSA et les premières choses qu'ont pu me renvoyer les personnes, c'était des questions identitaires Oui, et sur leur construction elle-même. Et ça, oui, quel que soit le niveau d'autisme de la personne, qu'il oui, soit peu oui. verbal, Asperger ou autre. Cette question, elle va jouer pour... Enfin, voilà, c'était juste un Oui, petit mais point. vous voyez aussi que la question identitaire est très influencée par les discours sur l'autisme. Il y a de plus en plus de personnes autistes qui se voient, qui se pensent en termes de cerveau. Mon cerveau, de cerveau qui ne fonctionne pas de la même façon que les autres. Ils reprennent le discours de certains chercheurs, c'est ça, ils sont influencés aussi par les discours. C'est comme les familles sont influencées par les discours des associations, les personnes autistes sont aussi influencées par les discours. Comme je vous ai dit que les premières associations n'étaient pas du tout dans le courant de la culture autiste et de la neurodiversité, par contre, les nouvelles associations, oui, parce qu'à force, il y a des échanges au niveau international et il y a l'influence des autres courants. Au départ, ils étaient assez hostiles à cette idée de culture autistique, parce que de communauté autistique. Mais maintenant, voilà, c'est ça, c'est plus un discours est diffusé et plus il influence. Élodie, qui avait levé la main, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ah oui. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà, je suis Élodie et j'ai travaillé avec une famille en utilisant la méthode des 3 I, interactif, individuel et intensif. Oui, Je voulais savoir, connaissez-vous cette méthode et qu'en pensez-vous? oui, bien sûr, je connais aussi la personne qui l'a mis en œuvre. Bien sûr, Elle me paraît un petit peu trop autoritaire pour quelqu'un je sais aussi, oui. Et en plus, alors il faut faire appel à beaucoup de bénévoles et il faut que ce soit les parents qui trouvent les bénévoles. Donc Oui, ça demande beaucoup d'investissement et en plus, ce qui est proposé, c'est d'interagir par le jeu, mais ne pas être à l'école. C'est-à-dire que il y a un temps avec cette approche et en disant mais après il pourra aller à l'école. Donc c'est un peu, alors il y a des parents qui sont contents de ça. Mais moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à déjà la philosophie de la personne qui a mis ça en œuvre et par oui. rapport à tout ce qu'on demande aux parents pour mettre en œuvre cette approche. D'accord. OK. Merci, oui, parce que je ne connais pas les autres, je connais que celle-ci pour l'instant, et effectivement, c'est assez contraignant, oui. C'est toute une place, et bon, après, l'enfant est parti, donc je n'ai pas pu continuer avec lui, mais j'ai pas pu, pour l'instant, j'essaye de le rechercher pour reprendre contact avec sa maman, parce qu'ils ont déménagé. Donc voilà, et je voulais avoir votre avis, merci. Après, vous avez toujours des résultats quand vous vous occupez d'un enfant et que vous êtes... Ah, il y avait des résultats, oui. Comment? Il y avait des résultats, Oui, oui, effectivement. oui, oui, oui. Quand vous vous occupez d'un enfant et que vous êtes bienveillant et que vous jouez avec lui, parce que c'est justement beaucoup par le jeu, donc mais c'est pas pour ça que ça va forcément solutionner les problèmes de fond. D'accord. D'accord. Voilà, Et sur ouais. le long terme. Je l'ai eu 5 ans en fait. Et il est rentré en école et après, bon, moi, je ne pouvais plus trop parce qu'il était en école, donc je me suis un peu moins occupée. Donc voilà, et c'est vrai qu'après, ils ont déménagé. Donc voilà. Mm. Oui. Voilà. Merci de votre réponse aussi. Je vais savoir, je vais étudier les autres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon. Vous voulez Je crois qu'on Brigitte, ajouter quelque chose ou on arrête là pour cette fois? Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez Parce que c'est vrai que votre livre et puis vos articles précédents interrogent toute une série d'enjeux. Donc, je me demandais s'il y en avait un sur lequel vous vouliez apporter quelques précisions pour terminer, ou est-ce que vous souhaitez que nous nous arrêtons là? Non, bah écoutez, de toute façon, mes publications sont Oui, accessibles, mon livre est accessible, donc oui, si vous voulez approfondir certains points, voilà. très bien. Mais qu'est-ce que... Non, je crois que vraiment, ce qui est le plus frappant, c'est pas tant l'autisme que cette généralisation d'une approche des problèmes, quels qu'ils soient, par le biais de la gestion, de la logique financière et du management. Ça, c'est problématique. Vraiment. Moi, j'aurais une dernière question, peut-être. Enfin, Allez-y, en bien fait, sûr. alors, c'est pas à propos de la controverse, parce que j'ai pas la connaissance pour en parler réellement. Mais c'est plus qu'est-ce que vous préconiseriez, alors un futur éducateur ou alors un éducateur qui va travailler dans le secteur de l'autisme et qui du coup sera dans une structure qui sera potentiellement donc influencée par une association qui emploierait des méthodes pas forcément les meilleures en tout cas pour l'enfant. Comment faire pour faire au mieux pour l'enfant malgré peut-être un cadre institutionnel pas toujours Ben optimal. après l'interaction avec des enfants, c'est une interaction individuelle. Les méthodes, vous pouvez, même si on vous dit d'utiliser telle ou telle approche, vous avez d'autres moyens d'interagir avec l'enfant. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment il fonctionne. Si vous faites l'effort de comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qui l'intéresse, vous trouverez les moyens de communication et de faire en sorte que cet enfant soit bien dans cet espace où vous êtes. Il y a les méthodes et il y a les interactions. Les interactions, même si on vous impose des méthodes, vous êtes libre de vos interactions avec ces enfants. Enfin, c'est pas évident, mais par contre, c'est vrai qu'il y a certaines méthodes que vous ne pourrez pas utiliser. Vous ne pourrez pas faire appel à quelqu'un qui utilise le packing si cet enfant s'automutile, parce que vous n'aurez pas le droit. Bien sûr, oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour pour votre exposé de départ, deux pour les questions, et puis aussi pour l'orientation, décryptage politique des enjeux, parce que ça me semble très important pour notre champ professionnel Oui, d'être j'espère constructif. que mes conclusions euh, sont plus, comment dire, plus pessimistes que la réalité, mais j'ai bien peur que non. Et ce groupe SOS, ça nous pose vraiment problème. Je vous conseille vraiment la lecture de la revue ASH du mois de mai, parce que vous comprendrez un peu mieux à quelle sauce le secteur médico-social va être mangé. Oui. Pour ceux qui sont intéressés par l'article, vous pouvez m'écrire et puis je transmets le document avec plaisir. Voilà. Bien, Très bon bonne courage à soirée. vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous et très bonne Bonne soirée à tous soirée. et toutes. Merci. Et puis à bientôt. À Bonne bientôt. Au soirée. revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Bonne soirée.